ChatGPT avait déjà lancé une fonctionnalité qui était le Deep Research, donc la recherche avancée. Et ça, honnêtement, ça fait des miracles, hein. C'est une fonctionnalité qui est un petit peu cachée, mais un coup qu'on la découvre, souvent, on lui demande une question sur un sujet et ce qu'il va nous retourner, c'est l'équivalent d'une recherche d'un humain qui aurait pris 2, 3, 4 jours sur Internet à aller chercher cette information-là et vous la ramener d'une manière très, très concise et très actionnable par la suite. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et le moment que tout le monde attendait, eh bien, on y est. C'est le retour de nos fameuses discussions avec Jonathan Léveillé parce que depuis 2 semaines maintenant, il n'y a pas eu de discussion d'affaires. Jonathan se reposait avant d'attaquer un Q4 qui va être tout feu, tout flamme. Comment vas-tu aujourd'hui, Jonathan? Bonne forme, Antoine. Vraiment content d'être de retour au micro avec toi et tous les auditeurs qui sont là. Parce que pendant qu'on part, le AI, lui, continue d'avancer assez vite. Il y a eu des nouveautés assez exceptionnelles. On enregistre le podcast 6 août 2025. Je pense que hier matin, le 5 août, il y a eu le lancement finalement du premier modèle open source de OpenAI depuis 2019. Maintenant, je crois bien, depuis GPT-2. Donc, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. C'est un modèle qui m'a l'air assez puissant. Il y a également eu, il y a quelques semaines dessus, leur lancement du modèle Agent, qu'on va peut-être discuter un petit peu ensemble aujourd'hui. Et je ne serais même pas surpris que d'ici quelques semaines, on aurait un GPT-5 qui nous attend. Donc, par où on commence? Qu'est-ce qui t'a épaté? Qu'est-ce qui t'a intrigué qu'on pourrait partager avec notre audience par rapport à tout ça? J'irais premièrement peut-être avec Agent, la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont lancée dans ChatGPT. Je ne sais pas si, Antoine, tu as eu la chance de l'essayer quand même dans les dernières semaines, mais ils ont lancé ça pendant que j'étais en vacances et ça faisait un petit bout, juste pour mettre en contexte, à chaque jour, je vais voir les registres de nouvelles fonctionnalités qu'OpenAI lance parce qu'ils vont à un rythme tellement rapide que ça vaut la peine de passer un ou 2 minutes chaque matin d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé hier puis qu'est-ce qu'ils ont lancé comme fonctionnalité incroyable. C'était très tranquille depuis la fin juin, début juillet, là, c'était quand même très tranquille les nouveautés qui sortaient. Fait qu'on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de grand qui s'en vient. Je pense que ça va être probablement GPT-5, surtout qui va sortir dans les prochaines semaines. Mais pendant les vacances, ils ont lancé 2 fonctionnalités. Pendant que j'étais en vacances, ils ont lancé 2 fonctionnalités que, encore une fois, j'ai eu un moment de dire « Wow, c'est vraiment incroyable là, ce qui vient de sortir ». La première des fonctionnalités, c'est effectivement le mode Agent qui permet de prendre des actions à votre place et je vais le mettre en parallèle à une autre fonctionnalité qu'ils avaient déjà lancée qui était Operator. Donc, Operator, c'est quoi? C'est vous lui demandez une commande, il allait ouvrir une console virtuelle et simuler des actions dans un navigateur pour vous, comme si c'était un humain qui prenait le contrôle d'un ordinateur, d'une page web. Et par exemple, un cas typique que moi j'utilisais, si je partais en conférence ailleurs, je demandais à Operator, sors-moi le top 3 Airbnb possible pour cette conférence-là, selon mes critères à moi. Et il va aller se promener directement sur le site d'Airbnb, aller chercher l'information et me ramener ça au final. Et je pourrais lui demander, book-moi ça au final. Si j'avais, je dirais un petit peu le courage de lui donner ma carte de crédit et mes accès Airbnb, chose que je ne vous recommande pas de faire pour l'instant. Mais il aurait cette possibilité-là de prendre complètement action jusqu'à la fin de ce que vous voulez, la transaction. Le gros problème avec Operator, c'est qu'il était initialement stupide. On lui demandait quelque chose et ça donnait quelque chose d'ordinaire. Souvent, il mentait, souvent, il hallucinait. Ils ont, dans les derniers mois, amené le cerveau derrière Operator avec O3. Ça lui a donné un peu de force, mais il manquait encore un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, c'était la capacité à l'intelligence artificielle, à ChatGPT Operator, de réfléchir et de creuser dans des recherches très avancées pour après ça prendre des actions et peut-être repartir dans des recherches plus avancées. ChatGPT avait déjà lancé une fonctionnalité qui était le Deep Research, donc la recherche avancée. Et ça, honnêtement, ça fait des miracles, hein. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous invite à l'essayer, d'aller faire une Deep Research. C'est une fonctionnalité qui est un petit peu cachée, mais un coup qu'on la découvre, souvent, on lui demande une question sur un sujet et ce qu'il va nous retourner, c'est l'équivalent d'une recherche d'un humain qui aurait pris 2, 3, 4 jours sur Internet à aller chercher cette information-là et vous la ramener d'une manière très, très concise et très actionnable par la suite. Donc là, on se retrouvait avec 2 fonctionnalités. Une qui était la recherche avancée, le Deep Research, qui donnait quelque chose d'impressionnant, mais Deep Research ne pouvait pas prendre d'action dans des pages. Et de l'autre côté, on avait Operator qui pouvait prendre des actions, mais n'était pas capable de réfléchir d'une manière avancée.
Et les ingénieurs chez OpenAI se sont dit, ben pourquoi pas, on essaierait de mettre ces deux fonctionnalités-là ensemble, la fonctionnalité de recherche avancée et les actions que l'intelligence artificielle peut simuler à la place d'un humain sur un site web. Et ce qui a donné naissance à ce moment-là à un projet pilote qui était le projet Agent, qui est devenu une fonctionnalité maintenant disponible dans OpenAI, ce qui va amener la mort officielle de Operator à la fin août. Donc, je pense le 30 août, ils vont complètement terminer Operator. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas grand monde réellement qui l'utilisait au final. Donc, de mon côté, j'ai eu la chance de l'essayer pour quelques cas d'usage. Je n'ai pas encore été extrêmement impressionné, mais je pense que c'est très, très, très prometteur parce que ce qui m'agaçait beaucoup avec Operator, c'était ça. C'était que son incapacité à aller vraiment en détail dans des recherches pour être très pertinent après dans ses actions. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va sûrement voir des cas d'usage qui vont être assez impressionnants. J'ai entendu dire, mais je n'ai pas eu la chance de le tester encore, qu'il était maintenant capable de créer des fichiers Excel, créer des PowerPoint, travailler dans des documents Word. Donc, on pourrait lui demander, par exemple, va me faire une recherche de toute ma compétition et fais-moi un PowerPoint en 10 slides sur quoi ils sont bons, sur quoi ils sont moins bons, qu'est-ce qu'on devrait faire de notre côté. Donc, ça ne devient plus juste de la recherche, mais il est capable après ça de prendre action dans différents logiciels si on lui donne accès à bien sûr, ce qui, je pense, va être très prometteur. Et je vais me faire le devoir dans les prochaines semaines de le tester beaucoup et de vous ramener des cas d'utilisation qui sont soit positifs ou soit négatifs. Et je pense, Antoine, tu vas probablement prendre un peu de temps de ton côté pour essayer ça, là. Ah, absolument. Je pense que tu l'as très bien dit un peu préalablement. J'ai l'impression que beaucoup de gens vont vouloir le tester, mais la grosse barrière va être la confiance qu'on porte à l'agent pour aller prendre des décisions importantes. Et le terme important ici, je vais le définir sur des cartes de crédit, des accès spécifiques à des plateformes, des dynamiques de confidentialité qu'on ne voudrait pas nécessairement que tout le monde ait accès à ces informations-là. Je pense que le gros défi va être surtout relié au niveau de la confiance ici, parce qu'on l'a vu, tu l'as certainement vu également dans les derniers jours, il y a eu ce fameux mini-scandale qui est sorti comme quoi que certaines recherches dans OpenAI étaient répertoriées sur Google. Très rapidement, quand ils se sont rendus compte de tout ça, ChatGPT ou plutôt OpenAI ont été capables de renverser la tendance et de faire en sorte que tout ça ne soit plus répertorié. Mais j'aurais tendance à croire, avec tout ce que j'ai pu voir dans les médias sociaux depuis 2016, où est-ce qu'il y avait eu l'élection aux États-Unis, que Meta avait été attaqué de toutes sortes, comme quoi qu'il y avait eu beaucoup d'enjeux de confidentialité des données, que les gens se rappellent de ce qui s'est déroulé. Et à cause de ça, il risque d'avoir peut-être un petit enjeu de confiance sur certains aspects. Mais bon, il ne faut pas non plus agir avec la peur. Il faut aller de l'avant, il faut faire des tests et après, par la suite, prendre nos propres décisions sur ce qu'on veut garder ou pas. J'ai très hâte de voir également ce volet où est-ce que, en plus de pouvoir prendre des actions, il va pouvoir, comme tu l'as mentionné, créer des PowerPoint, créer des peut-être documents Google Sheet de préparation, créer peut-être même des decks de rencontres. Je pense qu'on est à quelques mois seulement de voir ChatGPT est capable de le faire. Je ne sais pas si tu as eu la chance, Jonathan, dans le passé, mais moi, je l'utilise quasiment à chaque semaine, voire quasiment à chaque jour. Le logiciel Gamma, qui est essentiellement une intelligence artificielle qui te bâtit des présentations sur mesure. J'ai commencé à l'utiliser il y a 6 mois. C'était comme ci, comme ça, je te dirais, il y a 6 mois, et les avancements que j'ai été capable de voir dans les dernières semaines sont assez exceptionnels. Maintenant, je trouve ça quasiment de meilleure qualité qu'un Google Slide. Et toi, je sais que tu utilises la suite Microsoft, donc qu'un PowerPoint qu'on pourrait avoir, et tout ça part à l'intérieur d'un seul prompt. Et je ne serais pas surpris que rapidement, ChatGPT puisse s'intégrer et être capable de faire des choses comme ça avec le volet agent. Donc, j'ai beaucoup espoir que des tâches comme ça vont être capables d'être déléguées assez rapidement. Et tu vois, moi, le défi que j'ai en ce moment avec ChatGPT, je serais curieux de t'entendre ici, c'est la structure de plan. J'ai besoin de plus de tokens et j'ai rarement vu une organisation être autant mauvaise pour accepter que je leur donne plus d'argent. Et ça m'impressionne. J'essaie de changer de plan et c'est d'une complexité absolue entre le plan équipe, parce que quand tu as un plan équipe, tu ne peux pas prendre le plan pro qui est à $200 par mois aussi. C'est le même problème. On dirait qu'ils n'ont comme pas compris que les gens qui veulent les gros plans sont des équipes qui ont besoin de plus de tokens. Donc, je suis content de voir qu'on est les deux dans la même situation ici, là. Ouais, j'ai le même problème. Je suis à l'extérieur du compartiment de notre entreprise chez OpenMind et chez Code & Steel, justement parce que je vais avoir le gros forfait à 200 quelques dollars par mois qui donne accès à des nouvelles fonctionnalités plus rapidement, aux 3 Pro Mode et tout le reste.
Donc, je suis un peu le rebelle de l'équipe. Là, on en a, je pense, un ou deux autres qui est en dehors de l'équipe. Et c'est problématique, mais je pense que c'est une question de semaines avant qu'OpenAI s'ajuste. Et même, je suis curieux pourquoi ils l'ont pas déjà fait, un petit peu comme tu dis, parce qu'effectivement, on voudrait leur donner plus d'argent. Ils nous empêchent de faire ça. D'ailleurs, on en a parlé beaucoup là, dans le Challenge AI par rapport à ça, idéalement, vous créez un ChatGPT team qui vous permet de donner des licences à vos employés et de forcer certains paramètres, et ça, c'est super important, dont le fameux paramètre de sécurité qui empêche de ce que vous mettez dans ChatGPT puisse servir au prochain entraînement du modèle du cerveau numérique. Donc, pour pas que vos données se ramassent à ce moment-là un petit peu public par la suite. Donc, ça, c'est important. Par rapport à Gamma, nous, on l'a essayé il y a 3 mois. On était vraiment épatés sur certains cas d'usage, d'autres cas non. Mais tu me rappelles, Antoine, la prémisse numéro 1 de quand on commence à tester des outils d'intelligence artificielle, si on n'est pas satisfait quand on l'utilise, faut pas juste le mettre de côté puis ne jamais y revenir. Si on fait juste le mettre de côté, on le met sur pause pour quelques semaines et on lui redonne une deuxième ou une troisième chance parce que, mon Dieu, à quelle vitesse que ça s'améliore. Donc, je vais repousser là-dessus sur Gamma, honnêtement, parce qu'on est effectivement dans PowerPoint et pas mal tout va battre PowerPoint, on va se le dire. Là, c'est affreux de travailler là-dedans. Donc, on va donner une chance. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit. Et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Et pour des gens qui... J'ai l'impression que tu es un petit peu comme moi ici, que tu ne viens pas nécessairement du volet artistique, qui a envie de créer des présentations parfaites avec le bon design. Ce qui est donc intéressant avec Gamma, c'est que maintenant, tu peux choisir les propres photos que tu veux mettre et automatiquement, du moment que tu intègres et que tu insères le visuel que tu veux dans la présentation, il te fait l'ajustement des grandeurs pour toi pour le rendre parfaitement équilibré à l'intérieur de ta présentation. Donc, tous les ajustements, les petits codes design que tu aurais à mettre en place, vous oubliez ça, il est capable de le faire automatiquement pour vous avec son intelligence artificielle. Donc, c'est tous des petits détails qui font en sorte que tu lui donnes un prompt qui est essentiellement un petit peu la narrative de ta présentation. Moi, c'est souvent comme ça que je travaille. J'ai une vision claire de où est-ce que j'aimerais que la présentation débute et qu'est-ce qui se déroule au milieu, qu'est-ce qui se déroule à la fin. Donc, tu l'écris, tu lui donnes ce prompt-là. Et c'est assez exceptionnel, la présentation qu'il peut te donner ici. Après, j'ai hâte de voir également. Et tu vois, on dirait que ma vision sur ça est en train de changer un petit peu, Jonathan, ici. Il y a quelques semaines, quelques mois de ça, j'avais des argumentations avec certaines personnes où est-ce que je disais don't become a rapper. Donc, c'est une expression qui est beaucoup utilisée aux États-Unis comme quoi ne bâtissez pas simplement un outil technologique qui est une amélioration à proprement dit de ce que ChatGPT peut faire dans une verticale précise. On pourrait le dire essentiellement comme ça, c'est-à-dire que vous bâtissez un outil technologique en ayant acheté beaucoup de tokens de ChatGPT et finalement, quelques mois plus tard, ChatGPT pourrait faire exactement la même chose que vous s'il l'intégrait dans leur dynamique. Ma vision est en train de changer un petit peu ici parce que je vois le niveau d'innovation que les gens en tech sont en train d'avoir juste en intégrant une couche de AI à un logiciel déjà existant. C'est exceptionnel.
Nous, on le fait présentement avec le logiciel Data Blaster qu'on a lancé il y a à peu près 18 mois de ça, qui va très, très bien en commercialisation. J'avais fait un podcast récemment là-dessus. Et on s'est prêté au jeu récemment d'aller intégrer un petit peu de AI dans ce qu'on fait, selon des cas pratiques qu'on aimerait mettre en place. Et wow! Littéralement, ce qu'on est capable de créer en termes de software, c'est assez impressionnant. Puis après, il y aurait l'argument de dire « Ouais, mais je serais capable de le faire si j'intégrais ça dans Claude et ChatGPT. » À la fin de la journée, tu ne veux pas non plus créer un Frankenstein de software que tu bâtis continuellement toi-même. Tu aimes ça quand les solutions sont déjà préconstruites et que tu peux, en un bouton, obtenir une réponse intéressante. Donc, ma vision sur ça est en train de changer. J'ai l'impression qu'une bonne intégration de l'AI dans du software, dans du logiciel que tu bâtis, peut vraiment, vraiment, vraiment être intéressant et peut être un produit périn si, bien entendu, vous êtes continuellement capable d'amener de la valeur ajoutée. Chose que j'aurais quasiment pensé il y a quelques mois de ça que c'était la fin du logiciel et la fin des softwares en soi. Je pense d'être capable de faire sauver 5, 10, 15 clics à un utilisateur pour maximiser en plus le résultat au final, ça vaut quelque chose pour l'utilisateur. Reste que je pense encore de notre côté, notre univers dans lequel on a vécu dans les 20 dernières années, qu'on passe beaucoup par un écran, par un téléphone, un ordinateur, une interface front-end qu'on appelle donc le logiciel, va être grandement chamboulé en avant de nous. Comment les cerveaux numériques vont venir challenger ça puis brasser tout ça. Je pense que ça va brasser beaucoup dans les prochaines semaines, prochains mois, mais effectivement, je pense qu'il y a encore de la place pour développer des produits qui simplifient la vie des gens puis qui augmentent la qualité du résultat au final. Je vais revenir, Antoine, sur l'aspect problématique des agents de ce monde, OpenAI Agent, anciennement Operator aussi, qui est l'aspect sécurité de leur donner accès à notre numéro de carte de crédit, à nos noms d'utilisateurs, mots de passe de nos différents systèmes. J'ai mis sur la table quelques pensées que j'ai là-dessus. Si jamais vous avez besoin, par exemple, de lui donner accès à une carte de crédit, une chose qui est possible de faire, que moi j'utilise de mon côté, c'est d'avoir une carte de crédit prépayée qu'on recharge au besoin avec un montant limité dessus. Donc, on est capable de voir ce qui se passe directement sur la carte de crédit et ou d'avoir une carte de crédit virtuelle qui est annexée à une de vos cartes de crédit à vous-même. Donc, je vais donner un exemple sur mon téléphone. Quand je mets ma carte Visa, ça crée un numéro de carte de crédit virtuelle et dès qu'il y a une transaction qui se passe, je le vois automatiquement apparaître sur mon téléphone. Donc, je peux voir instantanément les transactions qui sont passées, qui me permet de mieux surveiller qu'un relevé qu'on regarde une fois à la fin du mois à ce moment-là. Ce que je pense qui va arriver également avec l'aspect nom d'utilisateur et mot de passe, ça va être probablement des accès temporaires qui vont être disponibles, donc des clones de nos accès de manière virtualisée qui sont disponibles seulement pour une période de temps définie. Donc, je pense qu'il va arriver, c'est qu'on va être capable éventuellement pour nos courriels dans Outlook ou Gmail de donner un accès qui va être disponible, par exemple, pour 24 heures avec un nom d'utilisateur et un mot de passe qui va disparaître et qui ne sera plus disponible par après, qui n'est pas nos accès initiaux. Dans le fond, on ne viendra pas compromettre nos noms d'utilisateur puis nos mots de passe initiaux. Je pense que c'est avec ça que ça va tranquillement se transformer et arriver pour donner à ces agents-là un peu plus de liberté, un peu plus de latitude, avec une interface qui nous permet de mieux voir qu'est-ce qu'ils ont fait puis à quoi qu'ils ont eu accès aussi au final. Je rebondis sur une deuxième fonctionnalité, peut-être, Antoine, que tu n'as pas vu passer ou tu as peut-être vu passer dans la semaine de OpenAI. Et je pense que c'est probablement la fonctionnalité qui va avoir le plus d'impact dans le quotidien des gens qui sont curieux et autodidactes et qui va permettre à beaucoup de gens de s'élever énormément grâce à l'intelligence artificielle. C'est le mode Study and Learn qu'ils ont lancé. Donc, le mode apprentissage, donc apprendre et étudier. Et quand j'ai vu ça arriver, j'ai fait, mon Dieu, c'est tellement un morceau de casse-tête qui manquait. On a souvent des discussions dans les dernières semaines, autant chez OpenMind qu'avavec d'autres gens d'extérieur, de dire « l'AI va rendre les gens stupides. Ça va faire qu'ils vont faire la job à leur place, mais les gens ne comprendront pas comment ça a été fait. » Puis moi, je suis d'avis, si tu poses les bonnes questions à l'IA va devenir un peu un coach pour t'aider à comprendre et à t'élever. Le problème souvent avec l'IA, quand on lui pose des questions, c'est qu'il va nous donner seulement le résultat. La fonction Study and Learn maintenant de ChatGPT, vous lui dites ce que vous voulez faire et il va vous poser des questions pour faire comme un professeur, pour essayer de vous faire réfléchir, pour comprendre chacune des étapes, valider où ce que vous en êtes dans votre connaissance pour vous aider à vous élever là-dedans. Donc, c'est pas une logique de je te donne la réponse, ça se termine là, puis je te détaille un peu pourquoi. C'est vraiment, je vais te poser des questions, savoir t'en es où dans ta connaissance là-dessus, puis étape par étape, je vais t'apprendre à te rendre à destination en te donnant pratiquement jamais la réponse, mais en te posant des questions qui vont te permettre potentiellement d'arriver aux bonnes réponses.
Donc là, ce que ça vient de faire, c'est qu'on vient d'imprégner un cadre à ChatGPT que si on l'utilise, qu'il devient par défaut un professeur avec des bonnes pratiques d'apprentissage, donc de poser plus de questions que de donner des réponses pour faire élever la personne pour qu'elle réussisse à se rendre à destination avec un maximum de bagages de connaissances. Et ça, je trouve ça complètement fascinant parce que si quelqu'un d'allumé utilise cette fonctionnalité-là, tu peux devenir bon dans pratiquement n'importe quoi en mettant un certain nombre de temps récurrents à chaque jour. Là. C'est complètement hallucinant. Là. Donc, on a un prof disponible, expert dans un paquet de sujets, que c'est une petite fonctionnalité cachée dans ChatGPT et ça, c'est apparu il y a à peu près une semaine et demie. Donc, je vous invite à essayer cette fonctionnalité-là. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je l'ai essayé et j'ai vraiment été impressionné là, du résultat que ça a donné. En ce moment, l'équipe d'OpenAI est vraiment dans un environnement, j'aurais tendance à dire, assez crucial, on pourrait dire ça, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Et j'explique mon point selon plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est qu'on voit que les autres modèles, tranquillement, ont de l'appétit également et qui sont prêts à se prêter au jeu. On en a parlé, je pense, dans des différents podcasts. Google Gemini 2.5 qui est assez exceptionnel. Grok 4 qu'on a discuté ensemble qui était dans les numéros 1 au niveau des benchmarks. Très bon modèle. Et on ne parle même pas ici des modèles chinois qui, selon toute vraisemblance, au niveau open source, sont en train de mener le bal, à voir ultimement où est-ce qu'ils vont se rendre également au niveau des modèles davantage fermés. Donc, point 1, ils n'ont pas le choix de sortir beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses importantes parce que les autres modèles sont en train de s'intégrer à travers tout ça. L'autre point également que je vois qui va être très crucial pour eux dans les prochaines semaines, c'est en ce moment, toutes les innovations qui sortent sont reliées, bien entendu, à du travail qu'ils avaient fait depuis plusieurs mois, plusieurs années. Jonathan, tu as sûrement vu également le nombre de talents qui, dans les derniers mois, est parti de OpenAI. On n'a qu'à penser à la numéro 2, la CTO qui a bâti sa propre organisation de AI il y a quelques mois de ça. Je ne me rappelle pas exactement de son nom, mais son entreprise, c'est The Machine Labs. Le cofondateur également qui est parti il y a plusieurs mois maintenant. Le nombre de personnes, des chercheurs qui étaient intégrés à la création même de ChatGPT qui viennent de signer chez Meta pour des packages d'au-dessus de 100 millions de dollars, des fois, et même un qui a signé pour au-dessus de 250 millions de dollars. Donc, il y a énormément de talents qui sont partis récemment. Et on le sait très bien que les nouveautés qu'on voit maintenant n'ont pas été créées dans les dernières semaines, Jonathan. Ils étaient déjà dans les tuyaux de chez OpenAI depuis plusieurs mois maintenant, ça c'est clair. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se dérouler. Parce que là, 1, il y a des gros modèles qui arrivent. 2, il y a eu un exil de talent. Et 3, là, il va y avoir de la pression des investisseurs. Parce que là, aux dernières nouvelles, et là, je le regardais, les chiffres sont sortis le 31 juillet 2025. OpenAI, en ce moment, a sur son plan financier, son bilan financier, 12 milliards de dollars de revenus récurrents, ce qui est énorme. 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires qui utilisent la plateforme. C'est énorme. Ce sont des chiffres incroyables pour n'importe quelle organisation, mais spécifiquement pour une organisation qui a commencé à commercialiser ses produits il y a un petit peu plus de 3 ans de cela maintenant. Donc, c'est pour dire un petit peu la pression qu'ils ont sur les épaules, parce que là, ça va venir de partout. Les talents s'en vont parce qu'ils reçoivent des très, très gros chèques. On se bat contre des mastodontes qui ont les poches pleines. Et là, la pression monte pour vrai. Et je pense qu'ils n'ont pas le choix de frapper un très, très gros coup de circuit avec GPT-5. Et tu vois, qu'est-ce qui se déroule? C'est remis à plus tard, c'est remis à plus tard, c'est remis à plus tard. J'ai hâte de voir ce qui va se dérouler. C'était supposé sortir il y a quelques semaines. J'ai hâte de voir comment tout ça va se mettre en place chez eux parce que ils peuvent pas se rater vraiment. Ils peuvent pas se rater parce que les autres joueurs, là, pardonnez-moi l'expression ici, they smell blood. Ça, c'est une expression souvent qu'on utilise en anglais quand on sent qu'il peut y avoir une faiblesse d'un de nos adversaires. Je peux pas croire que OpenAI est autant solide aujourd'hui qu'il était il y a quelques semaines avec autant de talent qui est parti. En même temps, ils sont rendus, je pense, 2500, 3000 versus quand il y a eu vraiment l'ébranlement de Sam Altman qui s'était fait mettre de l'or et qui est revenu. Je pense qu'ils étaient 600-700. Donc, il y a beaucoup de talent qui a joué entre-temps. Effectivement, il y a des grosses têtes d'affiches qui se sont fait recruter. Ça va être quand même intéressant. On parlait de Mira Murati de Thinking Lab Machine, sa start-up qui est là partie, Antoine. 12 milliards de dollars de valorisation que ça a aujourd'hui en 18 mois, 12 mois. Donc, c'est complètement hallucinant la vitesse à laquelle
Il y a eu un chiffre dans le marché en ce moment, puis le chiffre a été la compréhension de qu'est-ce qu'un actif important pour une organisation. Je pense que dans le passé, on pouvait avoir un actif important selon une prise de marché, selon une technologie précise. Maintenant, l'actif, c'est l'être humain. Je veux dire, on a vu avec les différents salaires que Meta a offerts à plusieurs ingénieurs, on a vu l'acquisition de Windsurf. Regarde Windsurf qui était supposé être acquis par OpenAI pour 3 milliards de dollars. Finalement, il y a eu des enjeux. Le CEO est parti chez Google. Le CEO, il a reçu, je pense, un chèque de plusieurs centaines de millions de dollars simplement pour aller chez Google et sans son équipe. On le voit, Mira Murati, ils ont fait une ronde, l'entreprise a 12 milliards de dollars, ils n'ont même pas produit encore. Pourquoi? Parce qu'on mise que sur des humains. L'actif le plus important en ce moment en tech, c'est l'être humain. Et ça l'était, bien entendu, autrefois, mais il y avait d'autres choses qu'on voyait très importantes. En ce moment, tout est orienté sur les chercheurs parce que, de ce que je comprends, peut-être que même tu peux me donner encore plus de contexte là-dessus, Jonathan, c'est une denrée rare. Des chercheurs en intelligence artificielle, des ingénieurs en IA, ça ne court pas les coins de rue. Ben, c'est surtout de voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs aussi, autant dans la structure de l'organisation que dans la connaissance des projets, où est-ce qu'ils en sont rendus. Juste un petit détail, des fois, dans un projet peut faire toute la différence, que l'entreprise peut faire x2 en valorisation. Puis là, quand on parle de x2, plusieurs centaines de millions, des milliards, ça fait toute la différence. Donc c'est pas un domaine qui existe sous la forme d'aujourd'hui depuis 20 ans. Ça se renouvelle aux 3, 6, 12 mois. Donc, quelqu'un qui a vu quelque chose ailleurs, dans une startup qui a explosé en milliards de valorisation, mais cette connaissance-là, cette expérience-là vaut complètement une fortune. Encore là, je me demande comment ils font pour gérer les ententes qui sont de non-concurrence, confidentialité, compagnie, parce qu'il y a de l'information qui se transige absolument d'une place à l'autre, c'est sûr et certain, là. C'est intéressant, par contre. C'est intéressant à suivre. Autre chose, Jonathan, rajouter avant que je te laisse filer? Complet pour cette semaine. Par contre, je pense que ça pourrait être important la semaine prochaine de parler d'une nouvelle extrêmement intéressante qui OpenAI a lancé 2 nouveaux modèles, 2 nouveaux cerveaux numériques qui sont à poids ouvert, donc open weight. On pourra démystifier peut-être la semaine prochaine. C'est quoi la différence entre open weight, open source? C'est quoi des weights? C'est quoi des poids? Parce que ça semble un petit peu du non-humain comme langage. Je vais vous amener des analogies quand même assez faciles pour vous à comprendre. Et surtout, c'est quoi l'impact dans votre organisation, là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Donc, bonne nouvelle de la part d'OpenAI qu'ils ont enfin ouvert un petit quelque chose dans leur giron. On va avoir la chance de le tester. Ça l'a sorti mardi le 5 août. Donc, on va vous en parler dans les prochaines journées. Fantastique. Bien, Jonathan, merci d'avoir été avec nous et content de t'avoir de retour. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.